Je me souviens encore du goût métallique du sang qui emplissait ma bouche ce soir-là, une saveur âcre qui se mélangeait à la terreur pure. Le froid de l'asphalte pénétrait à travers le tissu fin de mon jean déchiré, me glaçant jusqu'à la moelle, mais ce froid n'était rien comparé à celui qui avait envahi mon cœur quelques instants plus tôt. Je restais là, prostré, le corps brisé, regardant les phares arrière de la voiture de mon père s'éloigner dans l'obscurité de la nuit. Ces deux points rouges rétrécissaient peu à peu, comme deux yeux malveillants qui se fermaient sur mon existence, avant de disparaître complètement, me laissant seul dans le silence oppressant de la forêt. Il venait de me jeter là, au milieu de nulle part, comme on se débarrasse d'un sac poubelle encombrant sur le bord d'une route départementale. Ces derniers mots résonnaient encore dans ma tête, plus violents que les coups de poing qu'il venait de me pleuvoir dessus. Tu finiras seul comme un chien. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette nuit-là, en essayant de me détruire, il n'avait pas brisé sa fille. Il avait, sans le vouloir, forgé son pire cauchemar, une femme qui allait transformer sa douleur en une arme redoutable. Avant de plonger dans les détails sordides de cette nuit qui a failli me coûter la vie et de vous raconter comment j'ai orchestré ma revanche 3 ans plus tard, j'ai une faveur à vous demander. Je sais que nous sommes nombreux à traverser des épreuves silencieuses. Dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire, votre ville ou votre pays, et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore lire vos messages et savoir que ma voix résonne aux 4 coins du monde, de Paris à Montréal, en passant par Dakar ou Bruxelles. Tout a commencé le jour précis de mes 18 ans. Dans la plupart des familles normales, 18 ans est un cap joyeux, un passage symbolique vers la liberté et l'âge adulte, souvent célébré avec un gâteau, des rires, peut-être un petit cadeau maladroit mais sincère. Chez nous, l'ambiance était aussi chaleureuse qu'une morgue un lundi matin. Je m'appelle Lison. J'ai grandi dans une petite maison mitoyenne en périphérie de Limoges, une ville connue pour sa porcelaine et ses arts du feu, mais dans ma maison, le seul feu qui brûlait était celui de la rancéure. Ce matin-là, je suis descendue dans la cuisine avec une boule au ventre, mais aussi avec une toute petite étincelle d'espoir stupide. Peut-être que, pour une fois, ce serait différent. Peut-être qu'ils se souviendraient que leur fille existait autrement que comme une domestique. Ma mère, Chantal, était déjà au fourneau. Elle remuait une casserole de lait sans entrain, le dos voûté, vêtue de sa robe de chambre délavée. Elle semblait toujours vouloir se faire plus petite qu'elle ne l'était, comme pour éviter de prendre trop de place dans l'air que mon père respirait. Mon père, Bruno, était assis en bout de table, trônant comme un roi déchu. Son café noir fumait devant lui. Son visage était fermé, dur, impénétrable comme une porte de prison. Et puis il y avait Enzo, mon frère aîné de 20 ans. Il était affalé sur sa chaise, encore en pyjama à 11 heures du matin, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone dernier cri, un sourire narquois aux lèvres. « Joyeux anniversaire » ai-je murmuré en m'asseyant prudemment sur le bord de ma chaise, comme si je craignais qu'elle ne se dérobe sous moi. Ma mère s'est retournée lentement. Elle m'a adressé un sourire triste, fugace, un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux cernés. « Joyeux anniversaire, ma Lison » a-t-elle dit doucement, presque en chuchotant, comme si elle avait peur de déranger le silence pesant imposé par mon père. Bruno, lui, n'a pas dit un mot. Il a posé sa tasse avec un bruit sec sur la toile cirée. Il n'a pas souri. Il n'a pas levé les yeux vers moi. Il a simplement fouillé dans la poche de sa chemise à carreaux et en a sorti une enveloppe blanche, banale, qu'il a fait glisser sur la table jusqu'à moi d'un geste sec. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Était-ce possible? Était-ce de l'argent? Une carte de vœux? Un geste inattendu d'affection paternelle? J'ai ouvert l'enveloppe avec des doigts tremblants, l'espoir luttant contre l'expérience. À l'intérieur, il n'y avait pas de carte colorée avec des ballons. Il y avait une simple feuille de papier quadrillé, arrachée d'un carnet, remplie de son écriture anguleuse et agressive. C'était une facture. Une liste de prix. « C'est quoi ça ?» ai-je demandé, la voix étranglée par l'incompréhension. « Bienvenue dans la vraie vie », a répondu Bruno d'une voix traînante, savourant son effet. « Tu as 18 ans maintenant. Tu es majeur. Tu es une adulte aux yeux de la loi. Tu vis sous mon toit, tu manges ma nourriture, tu utilises mon eau chaude et mon électricité. Voici tes tarifs. » J'ai parcouru la liste des yeux, incrédule, les larmes me montant aux yeux. Loyer de ma chambre, un cagibi qui faisait à peine 9 mètres carrés, 300 €. Participation aux frais de nourriture, 150 €. Charges diverses, 50 €. Total, 500 € par mois. 500 €? J'ai failli m'étouffer. Papa, c'est impossible.
Je gagne à peine 800 € avec mon apprentissage et mes petits boulots le week-end. Si je te donne ça, il ne me reste plus rien. Plus rien pour mes économies, plus rien pour mes projets, plus rien pour vivre. C'est pas mon problème, a-t-il coupé sèchement, balayant ma détresse d'un revers de main. Si t'es pas contente, la porte est là. Tu peux aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. J'ai tourné la tête vers Enzo. Il avait 20 ans. Il ne travaillait pas. Il n'était pas étudiant. Il passait ses journées à jouer à la console dans le salon et ses nuits à fumer avec ses potes dans le jardin. Et Enzo, ai-je osé demander, la voix tremblante de colère. Combien il paie, lui? Il a 20 ans. Enzo a éclaté de rire, un rire gras, suffisant, le rire de celui qui sait qu'il est intouchable. Bruno a tapé du poing sur la table, faisant teinter la vaisselle. Ne te compare pas à ton frère. Enzo traverse une période difficile, il cherche sa voie, il a besoin de soutien. Toi, tu as un revenu. C'est une question de principe. Tu dois apprendre la valeur de l'argent et le sens des responsabilités. La valeur de l'argent? La colère commençait à monter en moi, une chaleur brûlante qui partait de mon ventre. Je travaille depuis mes 16 ans. Je paie mes propres vêtements, mes fournitures scolaires, même mes produits d'hygiène. Enzo n'a jamais travaillé un seul jour de sa vie. Vous lui payez tout, ses jeux, ses cigarettes, ses sorties. Ça suffit, a hurlé Bruno, se levant à moitié de sa chaise, le visage rouge de fureur. C'est ma maison, ce sont mes règles. Le premier versement est dû le 1er du mois prochain. En espèces. Sinon, tu dégages. Et ne compte pas sur ta mère pour te défendre. J'ai regardé ma mère, espérant un soutien, un regard, n'importe quoi qui prouverait qu'elle était encore ma mère. Elle a baissé les yeux vers son café, se faisant toute petite, disparaissant dans ses épaules. Elle a murmuré, presque inaudible, une phrase qui m'a fait plus mal qu'une gifle. Allons lisons, sois raisonnable. Aide ton père. C'est difficile pour tout le monde. C'est ta responsabilité de famille. Responsabilité. Ce mot me donnait la nausée. Dans cette maison, la responsabilité ne pesait que sur mes épaules, tandis qu'Enzo, le prince, le génie incompris, avait tous les droits et aucun devoir. J'ai compris à cet instant précis, en ce jour de mes 18 ans, que ce n'était pas une leçon de vie. C'était un racket organisé. Il voulait me presser comme un citron pour financer la paresse de mon frère et éponger les échecs de mon père. Je suis remontée dans ma chambre sans toucher à mon petit déjeuner, le cœur lourd comme une pierre. Je pensais que cette facture était le pire cadeau d'anniversaire possible. Je me trompais lourdement. La cupidité de mon père était un puissant fond, et je n'étais qu'au bord du précipice. Les semaines qui ont suivi mon 18e anniversaire ont été un enfer silencieux, une lente agonie quotidienne. J'ai courbé l'échine. J'ai payé. Chaque 1er du mois, je déposais 500 € en liquide, en petites coupures, sur la table de la cuisine. C'était une humiliation rituelle. Bruno comptait les billets devant moi, mouillant son gros index avec sa salive à chaque billet, un sourire satisfait et vicieux sur les lèvres, comme un usurier de bas étage qui vient de plumer sa victime. Il prenait cet argent, mon argent, fruit de mes heures passées à frotter des sols et à servir des cafés, et le glissait dans sa poche sans un merci. Enzo, lui, s'achetait des nouveaux jeux vidéo, des baskets de marque et des paquets de cigarettes avec l'argent de poche que papa lui donnait généreusement quelques heures plus tard. Mon argent finançait ses vices. Mais j'avais un secret. Un secret brûlant qui me tenait chaud le soir quand je pleurais de rage dans mon oreiller, étouffant mes sanglots pour ne pas qu'Enzo m'entende à travers la cloison fine. Depuis des mois, je préparais mon dossier pour l'atelier Vasseur. C'était l'un des ateliers d'émaillage sur cuivre les plus prestigieux de Limoges, et même de toute la France. Il ne prenait qu'un seul apprenti par an. C'était ma seule chance de devenir une véritable émailleuse d'art, ma seule chance d'avoir un avenir, une carrière, une identité propre, loin de cette maison toxique qui m'empoisonnait à petit feu. Pour y arriver, je ne dormais presque plus. Après mes cours au lycée professionnel, je travaillais au noir dans un bar malfamé jusqu'à 2 heures du matin les vendredis et samedis soirs, supportant les remarques déplacées des clients ivres. Je faisais des ménages le dimanche matin chez des bourgeois qui ne me regardaient même pas. Chaque centime que je ne donnais pas à mon père, je le cachais. Pas sous mon matelas, Enzo fouillait ma chambre régulièrement quand j'étais absente, je retrouvais mes affaires déplacées mais dans une latte de parquet décellée sous mon armoire,
enveloppé dans un vieux sac plastique sale contenant des tampons hygiéniques, le seul endroit que mon frère et mon père ne toucheraient jamais par dégoût. Et puis, le miracle est arrivé. Un mardi pluvieux, j'ai trouvé une lettre épaisse dans la boîte aux lettres, une enveloppe couleur crème, lourde, avec le logo doré et élégant de l'atelier Vasseur. Mes mains tremblaient tellement que j'ai déchiré l'enveloppe en l'ouvrant. Mademoiselle, nous avons le plaisir de vous informer. Les larmes ont jailli de mes yeux. J'ai étouffé un cri de joie pure. J'étais prise. Je commençais dans 2 mois. Avec un salaire modeste mais suffisant pour louer une chambre de bonne en ville, loin d'ici, loin d'eux. J'ai commis l'erreur de ma vie ce jour-là. J'étais tellement heureuse, tellement ivre d'espoir, que j'ai baissé ma garde. J'ai laissé la lettre sur mon bureau pendant que je prenais une douche, juste 5 minutes, pour laver la sueur de ma journée de travail. Quand je suis sortie de la salle de bain, une serviette autour des cheveux, la porte de ma chambre était grande ouverte. Enzo était là, debout au milieu de ma pièce, la lettre à la main. « Tiens, tiens » a-t-il ricané, ses yeux parcourant les lignes avec avidité. « La petite sœur va jouer les artistes ? Tu comptes te barrer, c'est ça ? Rends-moi ça. » J'ai crié, me jetant sur lui pour lui arracher la lettre, mais il était plus grand et plus fort. Il l'a levée au-dessus de sa tête, hors de ma portée. « Papa. Maman. Venez voir. La princesse nous cache des choses. Elle a des secrets, » a-t-il hurlé dans l'escalier, sa voix résonnant comme une sirène d'alarme. Mon sang s'est glacé dans mes veines. J'ai entendu les pas lourds de Bruno monter l'escalier. Il est arrivé dans l'encadrement de la porte, essoufflé, le visage rouge. Il a arraché la lettre des mains d'Enzo sans un mot et l'a lue. Le silence qui a suivi était plus effrayant que ses cris habituels. C'était le calme avant la tempête. « Tu comptais nous le dire quand ?» a-t-il demandé, la voix basse, menaçante, une veine palpitant sur sa tempe. Je voulais attendre d'être sûr, ai-je balbutié, reculant contre le mur. C'est une chance incroyable, papa. C'est mon avenir. Je vais avoir un diplôme, un métier. Il a froissé la lettre en boule lentement, sans me quitter des yeux, et l'a jetée par terre comme un déchet. Ton avenir ? Et nous ? Tu crois que tu peux juste partir comme ça ? Tu nous abandonnes ? Après tout ce qu'on a fait pour toi ? Après t'avoir nourri, logé, blanchi toutes ces années ? Je ne vous abandonne pas. Je vais juste travailler. Je pourrais même vous aider un peu si. Si quoi ? Il s'est approché de moi, envahissant mon espace personnel, son haleine sentant le vin bon marché et le tabac froid. Tu crois que tu es meilleur que nous ? Hein ? Tu crois que tu vas devenir une grande dame et nous oublier dans notre merde ? Tu n'as pas de talent, lisons. Tu n'es bonne qu'à faire le ménage. Tu vas échouer, c'est certain, et tu reviendras en pleurant pour qu'on t'ouvre la porte. Mais je ne te laisserai pas gâcher ta vie et nous laisser dans la difficulté financièrement juste pour tes caprices d'artiste raté. C'était du chantage émotionnel pur et dur, une manipulation grossière. Il ne se souciait pas de mon avenir, ni de mes talents. Il se souciait de perdre ses 500 € par mois et sa servante à domicile. Il a commencé à me manipuler, à me dire que j'étais égoïste, que ma mère était malade et fatiguée, ce qui était faux, elle était juste usée par lui, que la famille passait avant tout, que c'était sacré. Je vous pose la question ici, car c'est un dilemme que beaucoup connaissent sous une forme ou une autre. Qu'auriez-vous fait à ma place ? Est-ce que vous seriez resté pour aider une famille qui vous exploite au nom du devoir filial, ou est-ce que vous auriez choisi votre rêve, quitte à tout perdre et à être traité de monstre ? Écrivez famille ou avenir dans les commentaires, je veux vraiment savoir ce que vous pensez, car ce soir-là, ma décision a tout changé. J'ai tenu bon. Pour la première fois de ma vie, j'ai puisé une force inconnue au fond de moi. J'ai levé le menton, j'ai regardé mon père dans les yeux et j'ai dit « Non. J'irai. C'est ma vie, pas la tienne. » Je n'avais aucune idée que cette simple phrase, prononcée avec tant de courage, allait signer mon arrêt de mort dans cette maison. La tension dans la maison était devenue insoutenable dans les jours qui ont suivi. C'était comme vivre dans une pièce remplie de gaz, attendant qu'une étincelle fasse tout sauter. On marchait sur des œufs. Ma mère ne me parlait plus, se contentant de soupirer bruyamment dès que j'entrais dans une pièce. Enzo me surveillait avec un sourire mauvais. Bruno, lui, était une bombe à retardement. L'explosion a eu lieu le jour de ma paix, une semaine exactement avant mon départ prévu pour l'atelier.
Je venais de rentrer du travail, épuisée mais heureuse d'avoir mon salaire en poche, le dernier avant ma nouvelle vie. Bruno m'attendait dans le salon, assis dans son fauteuil. Enzo était affalé sur le canapé, l'air faussement abattu, se rongeant les ongles. Ton frère a des ennuis, a commencé Bruno sans préambule, sa voix grave résonnant dans la pièce silencieuse. Il a une dette de jeu. Des gens dangereux. Il lui faut 2000 € ce soir. Sinon, ils vont venir ici et nous casser les jambes à tous. J'ai regardé Enzo. Il ne me regardait pas. Il fixait ses chaussures. C'était un mensonge, je le sentais dans mes tripes. Ou alors une demi-vérité gonflée pour l'occasion. Enzo avait toujours des dettes, mais 2000 €? C'était astronomique. Je n'ai pas cet argent, ai-je dit calmement, serrant mon sac contre moi. Ne mens pas, a hurlé Bruno en se levant d'un bond. Je sais que tu caches de l'argent. Tu ne dépenses rien depuis des mois. Tu as tes économies pour ton stupide appartement. Donne-moi cet argent. Maintenant. C'est pour sauver ton frère. C'était l'argent de ma caution. L'argent de mes outils. L'argent de ma liberté. C'était des centaines d'heures de travail, de sueur, de privation. Non, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement mais ferme. C'est mon argent. J'ai travaillé dur pour l'avoir. Enzo n'a qu'à assumer ses bêtises. Je pars la semaine prochaine, j'ai besoin de cet argent pour mon logement. Je ne paierai pas pour ses erreurs. La gifle est partie si vite que je ne l'ai pas vue venir. Ma tête a claqué violemment sur le côté. Un goût de cuivre a envahi ma bouche. Ma joue brûlait comme si on y avait apposé un fer rouge. Ma mère a poussé un petit cri étouffé depuis la cuisine, mais comme toujours, elle n'a pas bougé. Elle est restée dans l'ombre, complice par son silence. Tu es une petite égoïste ingrate, a éructé Bruno, les yeux exorbités. Il m'a attrapé par le bras, ses doigts s'enfonçant dans ma chair comme des serres. Tu vas voir ce que ça coûte de défier ton père. Tu vas voir ce que c'est que la vraie vie. Monte dans la voiture. Non. Lâche-moi. J'ai essayé de me débattre, mais il était beaucoup plus fort que moi. Il m'a traîné de force vers la sortie, me tirant comme un animal récalcitrant. Enzo regardait la scène avec un léger sourire, comme s'il regardait un film d'action captivant, soulagé que la colère de papa ne tombe pas sur lui. Ma mère pleurait silencieusement dans son torchon. Bruno, s'il te plaît, ne fais pas ça. A-t-elle geint faiblement, sans faire un pas vers moi. Ferme-la, lui a-t-il aboyé. Je vais lui apprendre le respect. Je vais lui montrer ce que c'est que la vie sans nous, sans ma protection. Il m'a jeté sur le siège passager de sa vieille Peugeot et a verrouillé les portières. J'ai essayé d'ouvrir, mais la sécurité enfant était mise. Il a démarré en trombe, faisant crisser les pneus. Je pleurais, je le suppliais de s'arrêter, mais il conduisait comme un fou, le visage déformé par la haine, fixant la route avec des yeux de dément. Nous avons quitté la ville, les lumières de la civilisation s'espaçant de plus en plus, pour nous enfoncer dans les routes sinueuses et sombres des monts d'Ambazac. C'était une zone boisée, dense, déserte à cette heure de la nuit. Après 20 minutes de trajet cauchemardesque, où le seul bruit était le ronflement du moteur et mes sanglots étouffés, il a pilé sur le bas-côté d'un chemin forestier boueux. Il est sorti, a fait le tour de la voiture, a ouvert ma portière et m'a extirpé de l'habitacle par les cheveux. J'ai crié de douleur alors qu'il me jetait au sol, dans la terre humide, glacée et pleine de feuilles mortes. Avant que je puisse me relever, son pied a percuté mes côtes. Une fois. 2 fois. J'ai entendu un craquement sinistre, un son sec qui m'a donné envie de vomir. La douleur m'a coupé le souffle, une douleur aiguë, lancinante. Je me suis mise en boule pour me protéger, protégeant ma tête avec mes bras, mais les coups pleuvaient. Ce n'était pas juste une correction paternelle. C'était un déchaînement de violence pure, la frustration accumulée d'un homme raté, d'un homme faible, qui détruisait la seule chose qu'il avait encore sous la main pour se sentir puissant. Finalement, il s'est arrêté, essoufflé, la poitrine haletante. Je guaisais dans la boue, le visage en sang, incapable de respirer correctement sans ressentir des poignards dans la poitrine. Il s'est penché vers moi, son visage à quelques centimètres du mien. Je pouvais sentir l'odeur rance du tabac froid et de sa sueur. Il a craché par terre, juste à côté de ma tête, un geste de mépris absolu. « Tu te crois maligne ? Tu te crois forte » a-t-il sifflé entre ses dents. « Regarde-toi.
Tu n'es rien. Une moins que rien. Sans ce toit, sans ma protection, tu n'es qu'une épave. Il s'est redressé, ajustant sa veste comme s'il venait de faire une simple course. Tu veux ton indépendance? Prends-la. Démerde-toi. Papa, s'il te plaît. Ai-je croassé, la voix brisée, tendant une main tremblante vers lui. Ne me laisse pas là. Il gèle. Je suis blessé. Il a ri, un rire sec et sans joie qui a résonné dans la forêt. Tu voulais ton avenir? Eh bien, le voilà. Et c'est là qu'il a prononcé ces mots qui allaient me hanter, mais aussi me nourrir, pendant des années, tu finiras seul comme un chien. Il est remonté dans sa voiture. Le moteur a rugi. Les phares ont balayé les arbres une dernière fois avant que la voiture ne fasse demi-tour. Les pneus ont crissé sur les graviers. Et je suis resté là, seul, dans le noir total, avec pour seule compagnie la douleur lancinante dans mes côtes et le froid qui commençait déjà à engourdir mes membres. Je regardais les lumières rouges disparaître au loin. Je savais que si je m'évanouissais maintenant, avec le gel qui tombait, je ne me réveillerais peut-être jamais. C'était la fin, ou le début de quelque chose d'autre. Je ne sais pas comment j'ai trouvé la force de me relever. C'est l'instinct de survie, je suppose, cette force primitive enfouie au plus profond de notre cerveau reptilien qui hurlait « Lève-toi, lisons !» Ne lui donne pas cette satisfaction. Ne meurs pas ici, pas à cause de lui. J'ai marché. Chaque pas était une torture indescriptible. Mes côtes hurlaient à chaque inspiration, chaque mouvement de mon torse était un supplice. Je tenais mon bras gauche contre moi, craignant qu'il ne soit cassé lui aussi. La forêt était terrifiante, remplie de bruits d'animaux nocturnes, de craquements de branches, du vent qui sifflait dans les cimes comme des esprits malveillants. Mais aussi effrayante que fût la forêt, rien n'était plus terrifiant que le monstre qui m'avait engendré. J'ai marché pendant ce qui m'a semblé être des heures, trébuchant sur des racines, tombant, me relevant, pleurant de douleur et de rage. Finalement, j'ai vu une lueur au loin. Une route départementale. L'espoir m'a redonné un peu d'énergie. Je me suis traînée jusqu'au bitume froid et j'ai attendu, tremblante, priant pour qu'une voiture passe. Un camion de livraison de pain est passé vers 4 heures du matin. Le chauffeur, un homme d'une 60aine d'années avec une barbe grise, a failli faire une embardée en me voyant dans ses phares, une silhouette ensanglantée, couverte de boue, surgissant de la nuit comme un fantôme. Il s'est arrêté immédiatement, sautant de sa cabine. Bon Dieu, gamine! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il m'a enveloppé dans sa grosse veste en laine qui sentait le levain et le tabac. Police. Ai-je murmuré, mes dents claquant si fort que j'avais du mal à parler. S'il vous plaît. Gendarmerie. Il voulait m'emmener à l'hôpital, voyant l'état de mon visage, mais j'ai insisté avec une énergie désespérée. Je savais que si j'allais à l'hôpital d'abord, ma mère débarquerait, pleurerait, jouerait la comédie de la famille unie et me convaincrait de dire que c'était un accident, que j'étais tombée. Il fallait que ce soit officiel. Maintenant. Avant que le doute ne s'installe. À la gendarmerie, l'ambiance a changé dès qu'ils ont vu mon état. Les rires de la salle de pause se sont tus. Une officier femme, le visage sévère mais bienveillant, m'a prise en charge. Elle m'a apporté une couverture de survie et un chocolat chaud. Elle a pris des photos de mon visage tuméfié, de mes lèvres fendues, de mes côtes qui commençaient déjà à virer au violet foncé. C'était humiliant, mais nécessaire. J'ai tout raconté. L'argent, le chantage, les coups, l'abandon dans la forêt. J'ai vidé mon sac, vomissant des années de silence. Pendant que je faisais ma déposition, mon téléphone, qui avait miraculeusement survécu dans ma poche arrière, s'est mis à vibrer sur le bureau métallique. C'était ma mère. L'officier m'a fait signe de répondre et a mis le haut-parleur pour enregistrer la conversation. Lisons. Oh mon Dieu, tu es où? La voix de ma mère tremblait, un mélange de panique et de reproche. Papa est rentré, il est très énervé, il dit que tu t'es enfui, qu'il a essayé de te raisonner. Il m'a battue, maman. Il m'a cassé les côtes. Il m'a laissée pour morte dans la forêt en pleine nuit. Non, non, n'exagère pas. Il a juste perdu son sang-froid. Tu sais comment il est quand il est stressé. Reviens à la maison, on va arranger ça. Ne fais pas d'histoire, je t'en supplie. Pense à la famille, pense à ce que les voisins vont dire. J'ai senti une vague de dégoût me submerger, plus violente que la nausée physique.
Elle ne demandait pas si j'étais blessée. Elle ne demandait pas si j'avais froid. Elle voulait juste protéger son bourreau, maintenir l'illusion de sa petite vie misérable, éviter le scandale. Elle était complice. Il n'y a plus de famille, maman, ai-je dit froidement, d'une voix que je ne reconnaissais pas moi-même. Je suis à la gendarmerie. Je porte plainte. C'est fini. Quoi? Non. Tu ne peux pas faire ça à ton père. Lisons. Tu vas le détruire. J'ai raccroché. J'ai regardé l'officier droit dans les yeux. Où est-ce que je signe? J'ai signé ma plainte d'une main ferme, malgré la douleur. J'ai demandé une ordonnance de protection immédiate. Ce matin-là, assise sur une chaise en plastique dur, sous les néons crus du poste de police, je n'avais plus de maison, plus de vêtements de rechange, plus de parents. J'étais seule au monde. Mais bizarrement, je ne me sentais pas comme un chien. Je me sentais libre. Pour la première fois de ma vie, j'étais libre. Je n'avais nulle part où aller en sortant du commissariat. Puis, un souvenir m'est revenu, une lueur dans le brouillard. L'oncle Serge. Le frère aîné de ma mère. Il avait été banni de la famille 10 ans plus tôt, effacé des albums photos, parce qu'il avait osé dire à Bruno qu'il était un fainéant et un tyran lors d'un repas de Noël mémorable. Je me souvenais vaguement qu'il habitait dans un petit village à 30 kilomètres de là, une maison avec des volets bleus. Les gendarmes, voyant ma détresse totale, ont accepté de m'y conduire après mon passage aux urgences où l'on m'a diagnostiqué 2 côtes fêlées, un nez cassé et de multiples contusions. Quand Serge a ouvert la porte et m'a vu, avec mes bandages, mon visage tuméfié et mes yeux hantés, il n'a posé aucune question stupide. Il n'a pas demandé « Qu'est-ce que tu as fait ?» Il a vu la marque de Bruno sur mon visage. Il m'a prise dans ses bras, délicatement pour ne pas me faire mal. Il sentait la sueur de bois, la résine et le tabac à pipe. Une odeur de sécurité, d'homme bon. C'est fini, ma grande, a-t-il murmuré dans mes cheveux sales. Tu es chez toi ici. Personne ne te fera plus jamais de mal. Serge vivait modestement, il était menuisier ébéniste, mais il m'a donné sa chambre d'amis, une pièce simple mais propre qui sentait la lavande. Il m'a prêté de l'argent sans hésiter pour remplacer mes outils perdus et acheter quelques vêtements. Il a été le père que je n'avais jamais eu. 3 jours plus tard, je me suis présentée à l'atelier Vasseur. J'avais encore des bleus visibles sur le visage, virant au jaune et au vert, malgré la couche épaisse de fond de teint bon marché. Madame Vasseur, la propriétaire, était une femme élégante aux cheveux gris coupés courts, toujours vêtue de noir. Elle m'a observé longuement par-dessus ses lunettes à monture d'écaille, ses yeux perçants scrutant mon âme. « Je ne suis pas une assistante sociale, lisons », a-t-elle dit sèchement, sa voix claquant comme un fouet. Je cherche une artiste, une artisane d'excellence. Vos problèmes personnels doivent rester à la porte. Ici, on ne tolère pas l'apitoiement. Êtes-vous capable de travailler? J'ai soutenu son regard, relevant le menton malgré la douleur. Le feu du four ne me fait pas peur, madame. J'ai traversé pire que ça. Je veux juste créer. Je veux apprendre. Elle a souri, un tout petit sourire imperceptible au coin des lèvres. Bien. Mettez votre tablier. On commence. Et ne mettez pas de sang sur le cuivre. L'apprentissage a été ma thérapie, ma résurrection. L'art de l'émail est une discipline exigeante, faite de patience, de précision et de feu. Il faut nettoyer le cuivre jusqu'à ce qu'il brille, déposer de la poudre de verre colorée avec une précision chirurgicale, couche après couche, et cuire chaque couche à 800 degrés. C'est un processus violent et délicat à la fois. Si on se précipite, l'émail casse. Si on hésite, il brûle. C'était exactement comme ma vie. Je devais me reconstruire, couche après couche, passer par le feu pour devenir solide et brillante. J'ai travaillé comme une forcenée. Je passais mes journées à l'atelier, le nez sur mes plaques de cuivre, et mes soirées à dessiner des motifs complexes. La douleur physique s'est estompée peu à peu, remplacée par une force tranquille, une détermination d'acier. J'ai appris que la colère est un excellent carburant, à condition de savoir la canaliser, de la transformer en énergie créatrice plutôt qu'en violence. Chaque pièce que je créais était une petite victoire sur Bruno. Il voulait me détruire? J'allais briller. Il voulait que je sois rien? J'allais devenir quelqu'un d'exceptionnel.
Au bout de 6 mois, Madame Vasseur, avare de compliments, m'a confié ma première commande importante. Un vase cloisonné complexe pour un collectionneur parisien. C'était la reconnaissance de mon talent, la preuve que j'avais ma place dans ce monde de beauté. J'étais heureuse. Enfin. Mais le bonheur, quand on vient d'où je viens, attire toujours les vautours, et le passé n'était pas tout à fait prêt à me lâcher. 1 an avait passé depuis mon départ. J'avais 19 ans. Je commençais à me faire un petit nom dans le milieu fermé de l'artisanat d'art à Limoges. J'avais loué un petit studio lumineux en centre-ville, avec des plantes vertes et mes propres meubles. Je n'avais plus aucune nouvelle de mes parents, l'ordonnance d'éloignement faisait son effet et ils semblaient m'avoir oublié, ce qui me convenait parfaitement. Mais j'avais oublié une variable dans mon équation du bonheur, Enzo. Enzo n'était pas concerné par l'ordonnance d'éloignement. Et Enzo, comme toujours, avait besoin d'argent. Il avait vu mes créations sur Instagram, il avait vu les articles dans le journal local qui parlaient de la jeune prodige de l'émail. La jalousie le rongeait comme un acide. Pour lui, c'était une injustice cosmique. Pourquoi la petite sœur boniche, celle qu'on avait toujours méprisée, réussissait-elle alors que lui, le génie, le fils prodigue, galérait toujours entre petits trafics et dettes de jeu? Un après-midi d'automne, alors que j'étais seule à l'atelier pendant la pause déjeuner, la clochette de la porte a tinté. J'ai levé la tête, pensant voir un client. C'était lui. Il avait l'air terrible, maigre, les yeux cernés de noir, nerveux, les mains tremblantes. Il portait des vêtements sales, loin de ses tenues de marque d'autrefois. « Salut Lison », a-t-il dit avec un sourire faux qui découvrait des dents jaunies. « T'as une belle boutique ici. Ça marche fort pour toi, hein ?» Je me suis figée, mon pinceau en main. « Qu'est-ce que tu fais là, Enzo ?»« Sors. »« Tout de suite. » Du calme, Serette. « Je viens en paix. »« On est de la même famille, non ? Papa et maman vont mal, tu sais. Papa a perdu son boulot après l'histoire de « bon », tu sais, sa réputation en a pris un coup. Ils ont besoin d'aide. Je pensais que tu pourrais me prêter un peu d'argent. Juste 500 balles. Pour dépanner les vieux. Tu plaisantes ? J'ai ri, un rire incrédule et nerveux. Vous m'avez jeté dehors comme un chien. Vous m'avez battu. Je ne vous dois rien. Pas un centime. Par avant que j'appelle la police. Son visage s'est assombri instantanément. Le masque est tombé. La haine pure a remplacé le sourire mielleux. Tu te prends pour qui, salope ? Tu crois que tu es intouchable avec tes petits vases de merde ? Il a balayé d'un geste rageur une étagère à côté de lui, renversant des pots d'émaux en poudre rare qui se sont écrasés au sol dans un nuage de couleurs. J'ai hurlé. Arrête ! Il a profité de ma panique pour se glisser vers le fond de l'atelier, vers le grand four industriel où cuisait une pièce maîtresse de Madame Vasseur, une commande de plusieurs milliers d'euros. J'ai compris trop tard ce qu'il voulait faire. Il voulait saboter le four, ruiner la cuisson, détruire l'œuvre et me faire renvoyer. Il voulait me ramener à mon état de rien. Touche pas à ça. J'ai bondi sur lui, oubliant toute prudence. Il m'a repoussé violemment contre un établi. Je vais tout casser. Je vais te ruiner. Comme ça tu n'auras plus rien et tu reviendras ramper à la maison pour nous servir. Il a attrapé une barre de fer qui servait à ouvrir le four. C'est à ce moment précis que la porte de l'arrière-boutique s'est ouverte. Madame Vasseur est entrée. Elle n'était pas partie déjeuner. Elle était dans son bureau. Elle avait tout entendu. Et elle n'était pas seule. Par un hasard providentiel, elle était avec 2 policiers municipaux qui faisaient une ronde dans le quartier pour les commerçants et qu'elle avait fait entrer par la cour arrière en entendant les cris. Monsieur, a tonné l'un des policiers, main sur son arme de service. Lâchez ça. Les mains en l'air. Enzo s'est figé. Il est devenu blanc comme un linge. La barre de fer est tombée au sol avec un bruit mat. Il a essayé de bégayer une excuse, de jouer la victime comme il avait toujours fait avec nos parents. C'est ma sœur, on discutait juste, elle m'a agressé. J'ai tout entendu, jeune homme, a dit Madame Vasseur avec un calme glacial, une autorité qui faisait plus peur que tous les cris du monde. Tentative d'extorsion, dégradation de biens, menaces, tentative de sabotage industriel. Embarquez-le. Enzo a été plaqué au sol, menotté et sorti de l'atelier sous le regard des passants curieux qui s'étaient massés devant la vitrine.
Il pleurait comme un enfant, morveux et pathétique. Lison. Dis-leur. Je suis ton frère. Fais quelque chose. Je l'ai regardé à travers la vitrine, ce frère qui avait été le roi de la maison, maintenant réduit à l'état de délinquant minable. J'ai croisé son regard suppliant. Et je n'ai rien dit. J'ai juste secoué la tête lentement. Ce jour-là, j'ai compris que le lien du sang ne valait rien face au poison de la méchanceté. Ils avaient essayé de me briser une seconde fois. Ils avaient échoué. Est-ce que vous avez déjà eu un membre de votre famille qui a essayé de saboter votre réussite par pure jalousie? Quelqu'un qui ne supportait pas de vous voir briller? Comment avez-vous réagi? Racontez-moi ça en commentaire, votre histoire m'intéresse. Le temps est le meilleur des juges, et le karma finit toujours par servir son plat, froid et amer. 3 ans après la nuit de la forêt, ma vie n'avait plus rien à voir avec celle de la jeune fille terrorisée que j'étais. À 21 ans, j'étais devenue l'associée de Madame Vasseur. Nous exportions nos créations jusqu'au Japon et aux États-Unis. J'avais ma propre voiture, un appartement que j'avais décoré avec goût, et surtout, j'avais une nouvelle famille, Serge, qui était devenu comme un grand-père pour moi, Madame Vasseur, ma mentor, et mes amis artistes. Un matin brumeux de novembre, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu s'est affiché. J'ai hésité, un mauvais pressentiment me serrant la gorge. J'ai décroché. Lison. C'était la voix de ma mère. Mais c'était une voix brisée, chevrotante, une voix de vieille femme. C'est maman. S'il te plaît, ne raccroche pas. Je t'en supplie. J'ai pris une grande inspiration, sentant mon cœur battre plus fort. Mon doigt a plané au-dessus du bouton rouge. Je pouvais raccrocher. Je pouvais les effacer encore une fois. Mais la curiosité, ou peut-être un reste de pitié, m'a retenu. Qu'est-ce qu'il y a? Ai-je demandé froidement. C'est ton père. Il a fait un AVC hier soir. Il est paralysé du côté droit. Il ne peut plus parler correctement. Il est à l'hôpital. Un silence s'est installé. Je n'ai ressenti aucune tristesse. Aucune compassion. Juste un froid détachement, comme si elle me parlait d'un étranger fait divers. Et alors, ai-je demandé, implacable. Je n'y arrive plus, Lison, a-t-elle éclaté en sanglots. Enzo est parti. Il s'est enfui en Espagne à cause de ses dettes, on n'a plus de nouvelles depuis 6 mois. Les huissiers sont passés. Je suis toute seule. On n'a plus d'argent. La maison va être saisie. Ton père, il a besoin de soins constants, de couches, de médicaments. Tu dois revenir. On a besoin de toi. Tu es la seule qui peut nous aider. Tu as réussi, on le sait. J'ai presque ri. C'était tellement prévisible. Le fils prodigue, le roi Enzo, s'était carapaté dès que le navire avait commencé à couler, laissant les parents qu'il avait parasités se noyer dans leur propre merde. Et maintenant, ils appelaient la fille indigne, le chien, la moins que rien, pour venir nettoyer les dégâts et payer les factures. L'ironie était délicieuse. Tu veux que je revienne pour faire l'infirmière et payer vos dettes, c'est ça? C'est ton père, Lison. Il regrette, tu sais. Il demande après toi. Je savais qu'elle mentait. Bruno ne regrettait rien. Il regrettait juste d'avoir perdu le contrôle, d'être devenu impuissant. Il regrettait de ne plus avoir d'esclaves. Je vais venir, ai-je dit soudainement, surprenant même ma propre conscience. Oh, merci. Merci ma fille. Je savais que tu avais bon cœur. Je savais que tu ne nous laisserais pas tomber. Ne me remercie pas, maman. Je viens demain matin. Mais écoute-moi bien, je ne viens pas pour rester. Je ne viens pas pour vous sauver. Je viens pour mettre les choses au clair. Une bonne fois pour toutes. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit. J'avais besoin de clore ce chapitre. Je ne voulais pas fuir mon passé indéfiniment. Je voulais le regarder en face une dernière fois, le regarder dans les yeux alors qu'il était à terre, pour être sûr qu'il ne me faisait plus peur, pour être sûr que j'avais gagné. Le lendemain, je suis arrivée devant la maison de mon enfance au volant de ma voiture neuve, une belle berline qui jurait avec le quartier décrépit. La maison était dans un état lamentable, bien pire que dans mes souvenirs. Le jardin était en friche, envahi de ronces. Les volets pendaient de travers.
La peinture s'écaillait comme une peau malade. C'était le reflet exact de la vie de mes parents, une ruine abandonnée. Ma mère m'attendait sur le pas de la porte. Elle avait maigri de façon effrayante, ses vêtements flottaient sur elle. Ses cheveux étaient gris, gras et filasses. Elle a essayé de me prendre dans ses bras, un geste maladroit et désespéré, mais je me suis reculée d'un pas, érigeant un mur invisible entre nous. « Où est-il » ai-je demandé sans préambule. « Dans le salon. On a installé un lit médicalisé, on ne peut plus monter l'escalier. » Je suis entrée. L'odeur m'a saisie à la gorge dès le vestibule. Un mélange esséurant de renfermés, de poussière, de soupe froide, de médicaments et d'urine. L'odeur de la déchéance. Dans le salon, là où trônait autrefois la table où il m'avait présenté sa facture ridicule 3 ans plus tôt, il y avait maintenant un lit d'hôpital encombrant. Bruno était allongé là. Il était méconnaissable. L'homme massif, rougeau et terrifiant de mes souvenirs n'était plus qu'un sac de s'affaisser sous un drap grisâtre. Sa bouche pendait légèrement sur la droite, bavant un peu. Il m'a vu entrer. Son œil valide, le gauche, s'est écarquillé. J'y ai vu de la surprise. Puis de la peur. Et enfin, une profonde honte. Je me suis approchée du lit lentement, mes talons claquant sur le carrelage sale. Je suis restée debout, droite, impeccable dans mon manteau de laine camel, contrastant violemment avec la misère ambiante. J'étais l'image de la réussite qu'il avait voulu m'interdire. B. Il essayait de parler, émettant des sons gutturaux informes. Un filet de bave a coulé sur son menton mal rasé. Ma mère s'est précipitée avec un mouchoir pour l'essuyer, servile comme toujours. Il veut dire bonjour, a-t-elle interprété avec empressement. Lisons, regarde-le. Il souffre. Il est puni par la vie. Pardonne-lui. Si tu reviens, on pourra former une famille à nouveau. Ta chambre est toujours là, on peut. J'ai levé la main pour la faire taire. Mon regard ne quittait pas celui de mon père. Je me suis penchée vers lui, envahissant son champ de vision, comme il l'avait fait avec moi tant de fois. Tu te souviens de ce que tu m'as dit, cette nuit-là, dans la forêt ? Ai-je chuchoté, ma voix calme mais tranchante comme du verre. Tu as dit que je n'étais rien sans cette famille. Tu as dit que je finirais seul comme un chien. Il a grogné, essayant de détourner le regard, mais il ne pouvait pas bouger la tête. Regarde-moi, ai-je ordonné. Il a sursauté, un réflexe de peur. Regarde autour de toi, Bruno. Regarde cette maison qui tombe en ruine. Regarde ta femme épuisée, qui n'est plus que l'ombre d'elle-même. Regarde l'absence de ton fils chéri, ton Enzo, ton prince, qui t'a abandonné, volé et laissé pourrir ici et qui n'a plus pu te soutirer de l'argent. J'ai pris une grande respiration, sentant ma puissance. C'est toi qui es seul. C'est toi qui finis comme un animal blessé, dépendant de la charité des autres, gisant dans ta propre crasse. Moi ? Je suis entouré de gens qui m'aiment et me respectent pour ce que je suis, pour mon talent, pas pour ce qu'ils peuvent me prendre. J'ai réussi, Bruno. J'ai un avenir brillant. Et je l'ai construit toute seule, sur les cendres de ce que tu as essayé de brûler. Tu voulais me briser ? Tu m'as rendu indestructible. Il a commencé à pleurer. Pas des larmes de remords, je le voyais bien dans son œil valide. Des larmes d'impuissance. Des larmes de rage parce qu'il savait que j'avais raison, parce que la vérité l'écrasait et qu'il ne pouvait plus me frapper pour me faire taire. Il était à ma merci, et il savait qu'il ne méritait aucune pitié. J'ai sorti une enveloppe de mon sac à main de marque. Pas une facture cette fois. J'ai payé les arriérés de votre électricité pour qu'on ne vous coupe pas le chauffage, et j'ai engagé une aide-soignante pour un mois, ai-je dit en posant l'enveloppe sur son torse immobile. C'est mon dernier cadeau. C'est la charité que je fais à un étranger. Ne me contactez plus jamais. Si vous essayez, je porterai plainte pour harcèlement. Vous n'avez plus de fille. Ma mère a poussé un cri strident, portant la main à sa bouche. Mais Lison, tu ne peux pas nous laisser. On va devenir quoi après ce mois-ci ? Ça, maman, ai-je dit en me dirigeant vers la porte sans me retourner, c'est la conséquence de vos choix. Vous avez misé sur le mauvais cheval. Vous avez protégé le bourreau et chassé la victime. Maintenant, vivez avec vos décisions. Je suis sortie de cette maison comme on sort d'une tombe, prenant une grande goulée d'air frais.
L'air extérieur m'a paru incroyablement doux, pur, vibrant. Le ciel était gris, mais pour moi, il était radieux. Ma mère m'a suivi jusqu'au portail rouillé, ses chaussons traînant dans les graviers, pleurant toutes les larmes de son corps, agrippant ma manche comme une noyée. Je t'aime, Lison. Je t'ai toujours aimé. C'était ton père, j'avais peur. Ne me laisse pas seule avec lui. Je me suis arrêtée. Je me suis dégagée doucement mais fermement de son étreinte. J'ai regardé cette femme qui m'avait donné la vie mais qui n'avait jamais su me protéger, qui avait préféré fermer les yeux sur ma douleur pour garder son confort illusoire. L'amour, maman, ce n'est pas regarder son enfant se faire massacrer et dire c'est la faute de personne. L'amour, c'est protéger. L'amour, c'est se battre. Tu as choisi ton camp il y a 3 ans, quand tu m'as demandé de ne pas porter plainte pour ne pas faire de vagues. Tu as choisi ton confort plutôt que ma sécurité. Adieu, maman. Je suis montée dans ma voiture. J'ai démarré le moteur, un ronronnement doux et puissant. Dans le rétroviseur, j'ai vu sa silhouette rétrécir, les bras ballants, une petite forme grise qui s'effaçait, exactement comme mon père m'avait vu disparaître cette nuit-là dans la forêt. Sauf que cette fois, la dynamique était inversée. C'était moi qui partais vers la lumière, vers la vie, et eux qui restaient dans l'obscurité qu'ils avaient eux-mêmes créée. J'ai conduit sans but précis pendant un moment, laissant les larmes couler librement sur mes joues. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de soulagement, de libération. Puis, instinctivement, j'ai pris la direction de la forêt d'Ambazac. Je suis retournée à l'endroit exact où il m'avait jeté 3 ans plus tôt. Je me suis arrêtée sur le bas-côté. J'ai coupé le moteur. Le silence n'était plus effrayant. La forêt était belle, paisible, majestueuse. Les arbres n'étaient plus des monstres, mais des témoins silencieux de ma renaissance. J'ai respiré à plein poumon l'odeur de l'humus et des pins. Je n'étais plus cette petite chose brisée recroquevillée dans la boue. J'étais une femme debout. J'avais transformé ma douleur en art, mon humiliation en force, ma solitude en indépendance. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé l'oncle Serge. Allô, tonton? C'est fait. Ça va, ma grande? Sa voix chaude et bourrue m'a réconfortée instantanément. Oui. Ça va mieux que jamais. Je me sens légère. Je passe prendre des pizzas et du bon vin, et j'arrive. Invite Madame Vasseur si elle est libre. On fête ça. On fête quoi? A-t-il demandé en riant. On fête ma liberté. La vraie, cette fois. Et on fête le fait que je ne suis pas seule. Ce soir-là, autour d'une table simple en bois brut, avec des rires francs, des discussions passionnées et des regards bienveillants, j'ai compris ce qu'était une vraie famille. Ce n'est pas l'ADN. Ce n'est pas le nom qu'on porte. Ce n'est pas l'obligation. Une famille, c'est les gens qui sont là quand vous êtes au sol, qui vous tendent la main, et qui vous aident à vous relever sans rien demander en retour. C'est ceux qui célèbrent vos victoires comme si c'était les leurs. Aujourd'hui, je ne regarde plus en arrière. Mon entreprise prospère, je commence même à donner des cours à des jeunes en difficulté pour leur montrer que l'art peut être une issue, un moyen d'exprimer ce que les mots ne peuvent pas dire. Parfois, je pense à Bruno et Chantal. Je sais qu'ils vivent probablement dans la misère, peut-être dans un foyer social maintenant que la maison a été saisie. Je ne ressens ni joie malsaine ni tristesse à cette idée. Ils sont devenus des étrangers, des personnages d'un livre que j'ai fini de lire et que j'ai refermé. Quant à Enzo, j'ai appris par des rumeurs qu'il avait eu de gros ennuis avec la justice en Espagne pour une histoire de drogue. Apparemment, la vraie vie ne fait pas de cadeaux aux princes déchus qui refusent de travailler et qui pensent que le monde leur doit tout. Il apprend à ses dépens que sans papa pour payer la caution, la chute est rude. Je vous raconte cette histoire non pas pour que vous ayez pitié de moi, je n'ai pas besoin de pitié, mais pour vous donner de l'espoir. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent en ce moment et qui vivent sous l'emprise d'un parent toxique, d'un conjoint violent, d'un frère manipulateur ou d'une famille qui les dévalorise systématiquement. On vous a peut-être dit que vous n'étiez rien. Que vous ne pouviez pas réussir sans eux. Que vous étiez nul, laid, incapable. Que vous finiriez seul comme un chien. C'est un mensonge. C'est le mensonge qu'ils utilisent pour vous garder en cage, pour vous garder sous leur contrôle, parce qu'ils ont besoin de votre lumière pour éclairer leur obscurité, de votre force pour compenser leur faiblesse. N'ayez pas peur de couper les ponts. N'ayez pas peur de partir, même si vous devez partir avec rien d'autre que vos vêtements sur le dos et quelques euros en poche.
La solitude de la liberté vaut 1000 fois mieux que la compagnie des bourreaux. Vous avez une force en vous que vous ne soupçonnez même pas, une résilience qui ne demande qu'à s'exprimer. Ils peuvent vous battre, ils peuvent vous voler votre argent, ils peuvent insulter votre nom, mais ils ne peuvent pas prendre votre âme, sauf si vous la leur donnez. Gardez votre âme. Protégez votre lumière. Battez-vous pour votre avenir, car personne ne le fera à votre place. Et un jour, vous pourrez, vous aussi, regarder vos démons dans les yeux, sourire, et leur dire « Je n'ai pas besoin de vous. Je suis suffisant. » Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout, merci d'avoir partagé ce voyage intime avec moi. Si elle vous a touché, s'il vous plaît, laissez un j'aime sur cette vidéo, ça aide énormément à faire entendre cette voix et à soutenir la chaîne. Et surtout, je vous en prie, partagez votre expérience. Avez-vous réussi à vous sortir d'une relation toxique? Avez-vous dû faire des choix déchirants pour vous sauver? Votre témoignage peut aider quelqu'un d'autre à trouver le courage de partir, à se sentir moins seul. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires de résilience et de justice. Prenez soin de vous, croyez en vous, et à très bientôt.